Imaginez un fusil de chasse qui tire en rafale. Pas un coup, pas deux, mais 300 coups à la minute. Chaque détonation projette 9 billes d'acier à 200 mètres à la ronde. Un seul chargeur tambour libère 180 projectiles en moins de 10 secondes. Ce monstre existe. Il s'appelle l'Hutchison Assault 12 et aucune armée au monde n'a jamais voulu l'adopter. Dans les années 60, la guerre du Vietnam bouleverse toutes les certitudes militaires américaines. Les soldats ne combattent pas sur les grandes plaines d'Europe contre des colonnes blindées. Ils s'enfoncent dans une jungle impénétrable où l'ennemi surgit à 20 ou 30 mètres, tire et disparaît en quelques secondes dans le mur de végétation. Le fantassin américain tient son fusil d'assaut M16, une arme précise conçue pour des engagements à 300 mètres. Mais dans ce labyrinthe vert, la précision ne sert à rien. Ce qu'il lui faut, c'est de la densité de feu. Couvrir un secteur entier en une fraction de seconde, sans viser, sans hésiter. Et son fusil d'assaut est incapable de lui donner ça. Les soldats découvrent vite la valeur du fusil à pompe en combat rapproché. Le Remington 870 et le Mossberg 500 projettent une gerbe de chevrotine calibre 12 qui balaie tout à 30 mètres. Mais le fusil à pompe impose un rechargement manuel après chaque coup. Un geste qui, dans la jungle, peut coûter la vie. Les hommes de troupe formulent alors un rêve simple et brutal. Un fusil de chasse qui tirerait comme une mitrailleuse. C'est précisément cette demande qu'un ingénieur de Saint-Louis, Missouri, va prendre au sérieux. Maxwell Hutchison naît en 1930 dans cette ville du Midwest américain. Après des études à l'université du Missouri, il s'engage dans le corps des Marines des États-Unis, où il sert d'abord comme mitrailleur, avant d'être nommé instructeur en armement. Démobilisé avec les honneurs en 1952, il accumule exactement 24 brevets et se forge une réputation d'inventeur à la pensée latérale. Le genre d'homme qui ne cherche jamais la solution évidente, mais la solution juste. Quand la guerre du Vietnam éclate, il voit une niche que personne n'a encore osé combler. Sa logique est implacable. Un fusil de chasse calibre 12 en mode automatique est l'outil idéal pour le combat rapproché. Un seul tir de chevrotine couvre un secteur entier, là où une balle de fusil d'assaut ne perfore qu'un point. Plusieurs coups par seconde créent un rideau de feu qu'aucune arme d'infanterie standard ne peut reproduire. L'idée est saine. La réalisation va se révéler infiniment plus difficile. Le problème est mécanique. Une cartouche calibre 12 génère une pression et une impulsion de recul très supérieures à celle d'une cartouche de pistolet ou d'un calibre intermédiaire. C'est pourquoi les fusils de chasse automatiques n'existent pour ainsi dire pas à cette époque. Hutchison choisit le système le plus simple, la culasse libre. La culasse n'est pas verrouillée au moment du tir. Elle est maintenue en position fermée par sa seule masse et par la tension du ressort récupérateur. Simple, robuste, éprouvé. Sauf que pour une cartouche calibre 12, la masse de culasse nécessaire est colossale. Environ 1 kg 400 g d'acier massif. Résultat, l'arme vide pèse déjà très lourd, et le chargeur tambour de 20 coups, 2 kg de métal et de poudre, la transforme en haltère. Ce premier prototype reçoit la désignation Hutchison Assault Shotgun, abrégé en AE-AE-S. Achevé aux alentours de 1972, il emprunte sa mécanique de percussion à la mitrailleuse légère Browning Bar, modèle 1918. Le tir se fait culasse ouverte. Avant le coup, la culasse se trouve en position arrière, chambre vide. À la pression sur la détente, le ressort propulse la culasse vers l'avant, qui introduit une cartouche et percute l'amorce. Ce système évite la cuisson des cartouches dans une chambre surchauffée lors des tirs en rafale. L'alimentation se fait par chargeur boîte de 5 cartouches ou par chargeur tambour de 20. Mais Hutchison présente son arme au pire moment. Les accords de paix de Paris sont signés en janvier 1973. Les troupes américaines commencent leur retrait d'Indochine. Le Pentagone,
obsédé par la réduction des coûts, n'est pas d'humeur à financer des prototypes exotiques. Pourtant, les soldats français qui se battent en Indochine depuis 1946 connaissent parfaitement ce type de combat. Dans les forêts du Tonkin, dans les embuscades sur la route coloniale numéro 4, les légionnaires et les parachutistes du corps expéditionnaire affrontent exactement les mêmes conditions que les Américains 20 ans plus tard. Le fusil à pompe calibre 12 fait déjà partie de leur équipement pour le combat en sous-bois. La demande qu'Hutchison essaie de satisfaire n'est pas une lubie américaine, c'est une constante des guerres contre-insurrectionnelles du XXe siècle. Durant toutes les années 70, Hutchison continue de travailler seul, sans financement gouvernemental. Il comprend que son prototype est dans une impasse. Le poids est rédhibitoire, le recul en rafale incontrôlable. Au tournant des années 80, il abandonne la culasse libre et repart de zéro avec un système à emprunt de gaz et verrouillage par percussion avancée. Le nouveau mécanisme qu'Hutchison développe au tournant des années 80 repose sur un principe fondamentalement différent. Fini le bloc d'acier massif qui se déplace par inertie. Place à un système où les gaz de combustion font eux-mêmes le travail. Après le tir, une fraction des gaz propulsifs est prélevée à travers un orifice percé dans le canon et redirigée vers un piston situé au-dessus de celui-ci. Ce piston transmet son impulsion au groupe culasse qui recule, extrait la douille vide, arme le percuteur et revient en avant pour chambrer la cartouche suivante. Ce système, que les armuriers appellent emprunt de gaz, équipe depuis des décennies la quasi-totalité des fusils d'assaut modernes, du Garand américain au Kalachnikov soviétique. Hutchison l'adapte pour la première fois à un fusil de chasse calibre 12 en tir automatique. Le verrouillage est assuré par un mécanisme à percussion avancée, ce que les spécialistes anglo-saxons désignent sous le terme Advanced Primer Ignition, soit amorçage par avance d'allumage. Quand la culasse part vers l'avant pour chambrer une cartouche, elle percute l'amorce avant d'atteindre sa position finale de fermeture complète. L'explosion se produit alors que la culasse est encore en mouvement vers l'avant, ce qui fait travailler son élan contre la pression des gaz et réduit considérablement le recul ressenti par le tireur. Ce choix technique, inhabituel pour un fusil de chasse, est précisément ce qui permet à l'AEAE-12 de rester contrôlable en tir automatique malgré la puissance de ses munitions. L'arme tire culasse ouverte et ne dispose pas de sélecteur entre coup par coup et rafale. Elle tire en automatique continue et c'est la durée d'appui sur la détente qui détermine le nombre de coups tirés. Un effleurement donne un coup unique, un appui soutenu vide le chargeur. La cadence atteint environ 300 coups à la minute. 5 cartouches calibre 12 par seconde. Un chargeur tambour de 20 cartouches, chargé de chevrotines à 9 billes, projette 180 projectiles en moins de 10 secondes. La comparaison avec une arme individuelle standard n'a plus de sens. C'est un autre ordre de grandeur. La nouvelle version reçoit officiellement la désignation AEAE-12. Le canon fait 45 cm et 7 mm. Sans chargeur, le poids s'établit autour de 5 kg 200 g. Ce tambour, vissé sous la boîte de culasse, donne à l'arme une silhouette immédiatement reconnaissable. Une masse cylindrique qui descend comme un point sous le canon, évoquant davantage une arme de science-fiction que le fusil de chasse rangé dans un placard de ferme. En 1987, après 20 ans de travail solitaire, frais de brevets, prototypes financés sur fonds propres, démarches infructueuses auprès du Pentagone, Hutchison se retrouve sous la menace d'une faillite personnelle. Il cède les droits sur son invention à Jerry Baber, représentant d'une société américaine dénommée Military Police Systems, installée à Piney Flats, dans l'État du Tennessee. Pour Hutchison, c'est une transaction amère. Pour l'arme, c'est une seconde vie. Baber fait appel à un mécanicien de précision d'origine allemande, Boge Cornils, qui engage un programme de modification atteignant finalement 188 changements distincts, touchant pratiquement chaque sous-ensemble de l'arme. La longueur totale est ramenée à 96,6 cm.
La masse diminue à 4 kg 760 g à vide. La crosse reçoit un amortisseur de recul intégré, absorbant jusqu'à 80% de l'impulsion transmise à l'épaule du tireur. Le système d'alimentation accepte désormais un chargeur boîte de 8 cartouches. Et, nouveauté spectaculaire, un chargeur tambour de 32 cartouches. Ce tambour de 32 cartouches mérite qu'on s'y arrête. Aucun fusil à répétition produit en série dans le monde entier n'offre, à cette époque, une telle réserve de munitions sans rechargement. 32 cartouches calibre 12, soit 288 projectiles prêts à partir avant qu'il faille recharger. La démonstration sur un stand de tir est saisissante. Mais le chargeur plein pèse à lui seul plus de 3 kg. Un fantassin embarquant l'AEAE-12, avec 3 tambours de rechange, transporte dans ses seules munitions un poids comparable à l'armement complet d'un tireur équipé d'un fusil d'assaut. Military Police System commence à prospecter activement des acheteurs institutionnels. Les démonstrations sur polygone sont soigneusement mises en scène. L'AEAE-12 vide un tambour de 20 cartouches en une séquence continue. Les cibles en carton explosent les unes après les autres. Les journalistes spécialisés s'enflamment. Les attachés militaires regardent, prennent des notes et repartent sans signer. Le problème structurel est toujours le même. Les armées comparent l'arme non pas à un idéal abstrait, mais à ce qu'elles possèdent déjà. Les forces américaines et leurs alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord disposent de fusils à pompe Remington et Mossberg éprouvés au combat. Légers, peu coûteux, réparables par n'importe quel armurier de campagne. Ces armes accomplissent leur mission. Dégondage de portes, dégagement de couloirs, contrôle d'entrée, avec une fiabilité absolue et un poids 2 fois inférieur. Justifier le remplacement de tout un parc d'armes existant par un système plus lourd, dont la chaîne logistique reste à construire, exige des performances opérationnelles que les démonstrations sur polygone ne suffisent pas à prouver. L'arme entre dans les années 90, avec une réputation grandissante dans la presse spécialisée, et un carnet de commandes militaires désespérément vide. Au début des années 90, Military Police Systems reçoit une proposition inattendue. Une société britannique spécialisée dans les munitions expérimentales, Special Cartridge Company, basée à Londres, travaille en collaboration avec une entreprise américaine, Experimental Cartridge Company, sur un projet ambitieux. Concevoir une famille de cartouches calibre 12 capable de transformer n'importe quel fusil de chasse automatique en système d'armes polyvalent. Le résultat de ce partenariat transatlantique reçoit le nom de Frag-12. Frag étant l'abréviation du mot anglais fragmentation. La cartouche Frag-12 n'a de fusil de chasse que le calibre. À l'intérieur du boîtier standard calibre 12 se dissimule un mini projectile à ailette stabilisatrice de 19 mm, équipé d'une fusée conforme à la norme militaire américaine 1316, qui s'arme à 3 mètres du canon et explose à l'impact. 3 variantes sont développées. Une charge hautement explosive, une charge anti-blindage à charge creuse capable de percer un quart de pouce d'acier laminé à froid, soit 6,4 mm, et une charge à fragmentation antipersonnelle. La portée maximale d'efficacité est annoncée à 200 mètres, soit 5 fois la portée utile d'une chevrotine standard, qui perd sa létalité au-delà de 40 à 50 mètres. Pour saisir ce que cela représente, il faut se rappeler ce qu'est un lance-grenade sous canon. Le Mai 203 américain, fixé sous la boîte de culasse du Mai 16, tire une grenade de 40 mm à 350 mètres, avec un chargement unitaire, un coup, puis rechargement manuel. L'AEAE-12, équipée de munitions Frag-12, pourrait théoriquement lancer de tels projectiles à 200 mètres, en automatique continue, depuis un chargeur tambour de 20 ou 32 unités. Sur le papier, c'est la révolution. Un seul système remplacerait à la fois le fusil de chasse pour le combat à bout portant et le lance-grenade pour les distances intermédiaires. Les premiers tests sur polygone donnent des résultats spectaculaires. Les projectiles perforent des panneaux de tôle, neutralisent des cibles derrière des couverts légers,
dispersent leurs éclats sur des zones de plusieurs mètres carrés. Le laboratoire d'armement du Corps des Marines des États-Unis reçoit 100 exemplaires de ces munitions pour une évaluation primaire. Les techniciens tirent, observent, mesurent et reconnaissent que les performances balistiques sont réelles. Mais la chaîne qui mène de performances constatées à un contrat de fourniture est longue et semée d'embûches, que les ingénieurs sous-estiment systématiquement. Le premier obstacle est le coût de production. Une cartouche Frag 12 revient à un prix très supérieur à celui d'une grenade standard de 40 mm. Or, cette dernière est produite en millions d'exemplaires depuis des décennies, avec une logistique rodée dans toutes les armées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Introduire un nouveau type de munitions dans une chaîne d'approvisionnement militaire exige des certifications, des tests de vieillissement, des protocoles de stockage, des formations spécifiques. Un investissement colossal que les armées refusent de consentir pour une munition dont le fusil lanceur n'est lui-même pas encore adopté. Le serpent se mord la queue. On n'adopte pas le Frag 12 parce que l'AEAE 12 n'est pas en service. Et on n'adopte pas l'AEAE 12 parce que ces munitions spéciales ne sont pas disponibles en quantité suffisante. C'est dans ce contexte de frustration que naît l'une des démonstrations les plus spectaculaires du programme. Les ingénieurs de Military Police Systems installent 2 AEAE 12 en tourelles jumelées sur un Humvee, le véhicule tout-terrain blindé léger qui équipe alors l'armée américaine sur tous les théâtres d'opération, dont le nom complet en anglais se prononce High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, soit véhicule à roues polyvalent à haute mobilité. 2 fusils de chasse automatiques en tourelle, chargeur tambour verrouillé, pointés vers l'avant. Le résultat visuel est saisissant. Sur le polygone, la démonstration dévaste tout ce qu'on place devant. Mais pour les tâches qui justifieraient une telle tourelle, les mitrailleuses Me-2 et Me-240 sont déjà en service depuis des décennies, avec un approvisionnement en munitions garanti sur tous les théâtres. 2 fusils de chasse sur un Humvee, c'est une curiosité de salon d'armement, pas une solution opérationnelle. Pendant ce temps, 2 concurrents directs démontrent qu'il existe un marché pour un fusil de chasse à forte capacité, à condition de ne pas chercher à révolutionner la mécanique. L'italien Franchi commercialise le SPAS-12, dont les lettres désignent en anglais Special Purpose Automatic Shotgun, soit fusil de chasse automatique à usage spécial. Ce modèle fonctionne indifféremment en mode semi-automatique à gaz ou en mode à pompe manuelle, ce qui le rend compatible avec une gamme étendue de munitions. Des polices de nombreux pays européens l'adoptent. L'armée française elle-même l'évalue dans les années 80 pour les opérations de maintien de l'ordre en zone de tension. Plus singulier encore est le Striker sud-africain, conçu par la société Armcell à Pretoria. Ce fusil à chargeur tambour de 12 cartouches fonctionne selon un mécanisme entièrement différent. Un tambour à ressort, similaire au principe du revolver, que le tireur arme d'un coup de poignet avant chaque tir. Le mécanisme est d'une simplicité absolue, insensible à la nature des munitions utilisées. Plusieurs armées africaines et quelques forces spéciales d'Amérique latine l'achètent effectivement. Là où la l'AEAE 12 promet une révolution et ne conclut aucun contrat, le Striker offre une évolution raisonnable et trouve des clients. La leçon est cruelle mais limpide. Les militaires n'achètent pas des révolutions. Ils achètent des solutions précisément définies, dans des enveloppes de poids et de coûts que des décennies de retours d'expérience ont affûtées. Military Police Systems aborde le nouveau siècle sans un seul contrat militaire à son actif. Le 11 septembre 2001 change les priorités du Pentagone avec une brutalité sans précédent. En quelques semaines, les budgets d'acquisition d'armement qui végétaient depuis la fin de la guerre froide sont débloqués. Les programmes d'évaluation dormants sont réactivés et des officiers qui refusaient d'ouvrir les dossiers de Military Police Systems commencent à rappeler. L'engagement en Afghanistan dès octobre 2001, puis l'invasion de l'Irak en mars 2003, projette des dizaines de milliers de soldats américains dans exactement le type de combat urbain que Maxwell Hutchison avait imaginé 30 ans plus tôt.
Les couloirs d'immeubles de Bagdad, les ruelles de Falloujah, les gorges de la province de Kunar ressuscitent des problèmes tactiques que les années 90 avaient fait oublier. C'est dans ce contexte que Military Police Systems obtient enfin ce qu'elle réclame depuis des années. Une évaluation officielle par le Corps des Marines des États-Unis. En 2004, 10 exemplaires de l'AEAE 12 sont remis aux Marines pour des tests en conditions réelles d'utilisation. Fiabilité, maniabilité, précision, maintenabilité et intégration dans les procédures tactiques existantes. Pour Military Police Systems, c'est le moment de vérité attendu depuis 17 ans. Le contexte opérationnel de 2004 donne au test une résonance particulière. En novembre de cette année, les Marines lancent la deuxième bataille de Falloujah, l'opération la plus intense de combat urbain menée par l'armée américaine depuis la bataille de Hue au Vietnam en 1968. Des milliers de Marines progressent maison par maison, couloir par couloir, dans une ville transformée en forteresse. Les fusils à pompe Mossberg 500 sont utilisés quotidiennement pour dégonder des portes blindées et balayer des angles morts. C'est précisément l'environnement pour lequel l'AEAE 12 a été conçu. Les Marines qui testent l'arme reconnaissent sa puissance de feu. 5 cartouches calibre 12 par seconde dans un couloir étroit, la démonstration est sans appel. Mais le verdict final est décevant dans sa formulation même. L'arme est jugée intéressante, son concept validé, ses performances reconnues, et aucune commande ne suit. Les évaluateurs ne publient pas de rapport d'échec technique. Ils constatent simplement que l'AEAE 12 n'offre pas un avantage suffisant pour justifier son adoption en remplacement ou en complément des armes existantes. Ce que les évaluateurs ne disent pas explicitement, mais que la logique militaire rend transparent, c'est l'équation du poids. Un marine à Falloujah porte déjà entre 30 et 40 kg d'équipement. Gilet par éclat, casque balistique, munitions pour son M16, grenades, eau, radio, trousse médicale, ration. Ajoutez un AEAE 12, 5 kg 200 g à vide, plus 2 ou 3 chargeurs tambours de rechange, c'est imposer une charge supplémentaire de 8 à 10 kg à un homme qui opère déjà à la limite de ses capacités physiques dans une chaleur de 40 degrés. Ce calcul, les états-majors le font systématiquement, et il aboutit toujours à la même conclusion. On retire quelque chose d'essentiel pour porter quelque chose de spectaculaire. Parallèlement, le laboratoire d'armement du corps des Marines conduit une évaluation distincte des munitions Frag 12. 100 cartouches sont livrées pour des essais balistiques approfondis. Les résultats sur cible sont confirmés. Les projectiles perforent des obstacles légers. Leurs éclats couvrent des zones significatives. Mais l'évaluation bute immédiatement sur un problème de classification réglementaire. Les munitions Frag 12, par leurs caractéristiques balistiques, s'apparentent davantage à des grenades qu'à des munitions d'armes légères. Les mettre en service nécessite de créer une nouvelle catégorie logistique, avec tout ce que cela implique de procédures administratives supplémentaires, de formations spécifiques et de coûts récurrents. Pour 100 cartouches tirées sur un polygone, personne au Pentagone ne juge que l'investissement en vaut la peine. Voyant les portes des forces terrestres se refermer, Military Police Systems se tourne vers la marine. Les équipes d'abordage opèrent dans un environnement qui semble taillé pour l'AEAE 12. Coursives étroites, cabines exiguës, distance de combat inférieure à 10 mètres. Mais les unités spéciales de la marine, chargées des opérations de guerre de surface, utilisent déjà des fusils à pompe Benelli italiens, légers et fiables, pesant moins de 4 kg, fonctionnant dans tous les environnements marins sans lubrification particulière. L'AEAE 12 n'est pas rejeté pour incompétence. Il est simplement jugé inutilement complexe pour un contexte déjà couvert par des solutions éprouvées. Une piste s'ouvre pourtant dans un domaine inattendu, les munitions non létales. Les armées déployées en Irak et en Afghanistan doivent gérer quotidiennement des situations de foule hostiles où l'usage de munitions létales serait politiquement désastreux. Certains officiers imaginent que l'AEAE 12 pourrait constituer un dissuasif non létal impressionnant. L'idée s'effondre rapidement à l'examen pratique. La maîtrise du dosage de la force
exige du tireur une capacité à délivrer 1, 2, 3 impacts ciblés sur des individus précis. Pas un rideau de projectiles en caoutchouc balayant indistinctement une zone entière. L'AE-12 en mode non létal est soit insuffisant, soit excessif. Jamais précisément adapté. Military Police Systems a frappé à toutes les portes. Forces terrestres, corps des marines, marine nationale, unités spéciales, applications non létales. Le programme d'évaluation des armes légères des forces armées américaines inclut l'arme dans sa liste de candidats, lui attribue des notes techniques satisfaisantes, puis se referme discrètement, sans publication de résultats ni engagement d'achat. Maxwell Hutchison ne verra pas même cette dernière tentative aboutir. Il meurt le 15 février 2003, à l'âge de 72 ans, des suites de complications respiratoires, sans avoir jamais vu son fusil de chasse automatique entre les mains d'un seul soldat en service actif. Quand les portes des armées se ferment définitivement, Military Police Systems opère un pivot vers le marché civil américain. La logique paraît solide. Des millions d'amateurs d'armes à feu, une culture du tir profondément enracinée, une presse spécialisée qui suit l'AEAE-12 avec une fascination non dissimulée depuis des années. Mais la réalité juridique brise cet espoir avec une précision chirurgicale. Aux États-Unis, le National Firearms Act, la loi fédérale sur les armes à feu, prononcée National Firearms Act, encadre sévèrement la possession d'armes automatiques par les particuliers. Depuis l'amendement Hughes de 1986, aucune arme automatique fabriquée après cette date ne peut légalement être vendue à un civil américain. Les exemplaires antérieurs à 1986 peuvent circuler, mais uniquement après enregistrement fédéral auprès du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, l'agence fédérale de contrôle des armes, que les spécialistes américains désignent par les initiales AETF. La procédure dure plusieurs mois, coûte plusieurs centaines de dollars en frais administratifs et reste inaccessible à la grande majorité des acheteurs potentiels. L'AE-12, conçue après 1986 et dont la version complète tire en automatique continue, tombe de plein fouet sous cette interdiction. Military Police Systems peut le vendre à des agences gouvernementales et à des forces de l'ordre. Et c'est tout. Pour le marché civil, seule une version semi-automatique, tirée coup par coup, est légalement commercialisable. Or, une version semi-automatique de l'AEAE-12, c'est un fusil de chasse lourd, encombrant et coûteux, privé de son unique avantage décisif. Le marché de la collection et du tir sportif accueille cette version avec une curiosité polie, mais sans enthousiasme durable. On achète l'AEAE-12 semi-automatique pour le posséder, pour le montrer sur un stand de tir, pour raconter son histoire, pas pour en faire un outil de défense quotidien ou une arme de compétition. C'est précisément cette dimension narrative et visuelle qui maintient la réputation de l'arme pendant les années 2000 et 2010. L'AEAE-12 a une silhouette immédiatement reconnaissable. Ce corps massif, ce chargeur tambour qui pend comme un poing sous la boîte de culasse, ces proportions qui défient toutes les conventions du fusil de chasse traditionnel. Les accessoiristes de cinéma hollywoodien le repèrent rapidement. Le fusil apparaît dans plusieurs films d'action américains, toujours dans les mains de personnages qui ont besoin de quelque chose de visuellement écrasant. Une arme qui dit, avant même d'avoir tiré, que son porteur ne fait pas dans la demi-mesure. Ces apparitions à l'écran entretiennent la notoriété de l'arme auprès d'un public qui ne l'achètera jamais, mais qui contribuent à maintenir le mythe vivant. Dans les revues spécialisées françaises consacrées aux armes et à la défense, publications lues aussi bien par des collectionneurs civils que par des militaires et des gendarmes en exercice, l'AEAE-12 fait régulièrement l'objet d'articles détaillés. Les journalistes qui le testent sur stand rapportent invariablement la même expérience. La première rafale laisse sans voix. Le recul est présent mais gérable. La cadence donne le sentiment de tenir quelque chose d'anormal, d'excessif, d'hors catégorie. Et puis vient la question inévitable. Pourquoi personne ne l'a-t-il acheté ? La réponse tient en un mot que les militaires connaissent bien. Logistique.
Dans les années 2010, la piraterie maritime explose dans le golfe d'Aden et autour de la Corne de l'Afrique. Des bâtiments commerciaux battant pavillon de nombreux pays, dont des navires affrétés par des armateurs français, sont attaqués par des pirates somaliens, opérant depuis des embarcations rapides. Les équipes de protection embarquées cherchent des armes adaptées au combat sur pont et en coursive, à des distances inférieures à 20 mètres. La haie à E12 est à nouveau évoquée. Des brochures circulent, des contacts sont pris. Mais les sociétés de sécurité privée choisissent finalement des solutions plus sobres. Fusils à pompe Remington ou Mossberg, pistolets mitrailleurs compacts, carabines semi-automatiques en calibre intermédiaire. Fiables, légères, interchangeables entre opérateurs de nationalités différentes, des critères que la EAE 12 ne peut pas remplir. En 2019, Military Police Systems tente un dernier coup d'éclat au salon SHOT Show de Las Vegas, la plus grande exposition commerciale d'armes à feu du monde. Une version révisée de l'AEAE 12 est annoncée comme disponible à la commande pour les forces de l'ordre et les agences gouvernementales qualifiées. Les premières commandes sont enregistrées. L'enthousiasme est réel, la couverture médiatique spécialisée abondante. Puis, les acheteurs reçoivent leurs exemplaires et les premières difficultés juridiques émergent. Certains services de police locaux découvrent que l'acquisition d'une arme automatique calibre 12, même par une agence gouvernementale, exige des procédures d'approbation fédérale que leurs services juridiques n'avaient pas anticipées. Des commandes sont bloquées, des livraisons retardées, des contrats annulés. L'histoire se répète avec une fidélité décourageante. Le bruit, l'intérêt, l'espoir et l'extinction silencieuse sans contrat durable. Ce qui reste de l'AEAE 12 au terme de cette longue odyssée, c'est une présence dans les collections privées américaines. Quelques centaines d'exemplaires semi-automatiques, dispersés entre des amateurs fortunés, et une poignée de séquences filmées sur polygone qui continuent de circuler, toujours aussi saisissantes, toujours suivies du même commentaire incrédule. Maxwell Hutchison avait raison sur le principe. Il avait tort sur l'époque, sur le poids, sur le coût, sur la logistique, sur tout ce qui, dans le monde militaire réel, compte autant que la puissance de feu brute. L'épilogue le plus inattendu de cette histoire n'est pas venu d'un champ de bataille. Il est venu d'un entrepôt du Tennessee, en 2023, quand un employé de Military Police Systems a mis la main sur la vidéo originale des tests Marines de 2004. 10 AEAE 12 alignés sur un polygone, les évaluateurs en uniforme autour d'eux, les carnets de notes à la main. La vidéo a été mise en ligne sans commentaire. En 48 heures, elle avait été vue plusieurs millions de fois sur les plateformes du monde entier. Des francophones, des britanniques, des brésiliens, des japonais, posaient tous la même question. Pourquoi cette arme n'a-t-elle jamais été adoptée ? L'homme qui avait passé 30 ans à poser exactement cette question aux généraux du Pentagone n'était plus là pour lire leurs réponses. Son fusil de chasse automatique, né d'une guerre et refusé par toutes les suivantes, continuait d'impressionner le monde depuis un écran, faute d'avoir jamais trouvé sa place sur un champ de bataille. Vous venez d'écouter l'histoire complète de l'AEAE 12 sur l'Arsenal de l'Histoire, la chaîne qui vous raconte les armes que l'histoire a oubliées, refusées ou condamnées à l'oubli. Si cette histoire vous a captivé, laissez un commentaire. Dites-nous quelle arme vous voulez entendre raconter ensuite et abonnez-vous pour ne manquer aucun prochain épisode.